Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christophe Valenti. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Vous êtes directeur général de l'UNEDIC, on va en parler. L'UNEDIC, association, alors c'est pas très connu mais c'est très important, c'est l'association paritaire qui pilote le système d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Le principe de l'émission, c'est qu'on a d'abord envie de vous connaître un petit peu mieux, Christophe Valenti. Votre parcours professionnel, une carrière marquée par l'emploi. Tout à fait. C'était par choix ou comment ça s'est déroulé finalement C'est plutôt des opportunités. Moi, j'ai fait des études d'économie à Lyon. Enfin, j'ai eu mon principe de mes études d'abord à Lens, dans l'Aisne, et puis après j'ai fait mes études à Lyon. Donc des études d'économie, un peu de sociologie, de macroéconomie. Donc j'étais intéressé par ces domaines-là. Et puis un jour, s'est présenté l'opportunité d'être manager d'une structure à la NPE. C'était absolument pas mon projet professionnel. Je travaillais chez Renault Véhicules Industriels à l'époque, rien à voir. Et puis, je me suis passionné en fait sur le domaine de l'emploi parce que ça rejoint toutes les préoccupations des gens. Hein. L'emploi, c'est le travail, c'est l'identité, c'est l'économie, c'est les territoires. Et donc, j'ai poursuivi ma route dans ce domaine. Donc vous avez travaillé chez Pôle emploi, vous avez été conseiller au ministère de l'Emploi et du Travail dans le cabinet de Xavier Bertrand également. Alors, j'ai d'abord été dans le cabinet de Laurent Wauquiez, puis au cabinet de Xavier Bertrand. Mais là, j'avais déjà près de 15 ans de carrière dans l'emploi, parce que j'avais travaillé à l'ANPE, en fait, à l'époque, avant que ça devienne Pôle emploi. Et puis, effectivement, j'ai eu cette opportunité de travailler en cabinet ministériel, bien que je n'y fusse pas destiné non plus, d'ailleurs. Donc, ça a été une nouvelle expérience aussi, puisque c'est pas forcément la même chose de travailler au niveau ministériel. Ça n'a rien à voir, parce qu'on travaille même au niveau du ministre. Ça n'a rien à voir. Clairement, moi, on m'a demandé de rejoindre le cabinet en 2008 parce qu'ils avaient besoin de praticiens de terrain. Moi, je venais du terrain, j'étais directeur, ce qu'on appelle directeur territorial. Je m'étais occupé d'emploi sur le territoire, je connaissais l'emploi sur le territoire et en cabinet ministériel, parce que j'ai trouvé qu'une bonne démarche, ils avaient besoin de gens qui connaissent le terrain. Et on m'a demandé de rejoindre le cabinet. C'était pas du tout mon monde. Je n'avais pas du tout les codes, d'ailleurs, pour travailler dans ces milieux-là. Il y a des codes spécifiques dans les administrations. Comme dans tout milieu, il y a tout un tas de codes. Il y a tout un tas de codes, ne serait-ce que d'organisation, de façon de travailler, de façon de fonctionner. Après, on s'adapte, finalement. C'est aussi la clé. Alors, je pense que la chance que j'ai eue, c'est l'adaptation, la capacité de m'adapter à ça. C'était vraiment un monde très, très nouveau. J'avais d'ailleurs refusé d'y aller au départ, parce que je considérais que travailler dans une administration, ce n'était pas mon truc. D'accord. Alors que c'était votre expertise qu'on cherchait. Alors que c'était mon expertise qu'on cherchait. J'ai refusé pas longtemps, mais après j'ai compris, on m'a expliqué et j'ai trouvé cette expérience très intéressante. Et là où j'ai trouvé ça très intéressant, c'est quand vous travaillez sur le terrain, que vous avez la chance de travailler au plus haut de là où se prennent des décisions qui viendront sur le terrain avant. Ça fait sens aussi. Ça fait complètement sens, surtout que juste avant. J'avais travaillé à la direction générale de la NPE, donc j'avais travaillé comme directeur d'agence sur un territoire, sur 2 territoires d'ailleurs. J'avais travaillé à la direction générale où se construisait un certain nombre de politiques, et là j'accédais à la réflexion stratégique de la politique de l'emploi, donc cette intégration très verticale finalement de mon expertise, ça m'a vraiment passionné. Alors maintenant vous êtes à la tête de l'UNEDIC. L'UNEDIC a cette particularité d'être paritaire. Est-ce que c'est important la prise de décision paritaire ? Comment ça fonctionne ? Alors là aussi, c'est un monde un petit peu différent. Moi, j'ai travaillé, comme vous l'avez compris, dans un établissement public. J'ai travaillé en ministère ensuite. Je travaillais 8 ans à la SNCF après, complètement changé de voie. Et je me retrouve effectivement à diriger une structure qui est paritaire. Alors le paritarisme, c'est un gros mot, plus souvent. Moi, j'y trouve énormément d'avantages. Pas pour moi, mais pour la conduite des affaires. L'avantage du paritarisme, c'est que les gens arrivent avec des points de vue différents. Et ils sont obligés de s'entendre pour continuer à faire avancer les choses. Absolument. Alors c'est très long. Il n'y a pas d'accord, dans un premier temps, il n'y a pas d'accord, il n'y a plus rien. Donc ça peut être parfois compliqué.
parfois très longs. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ça aussi. Il vaut mieux prendre le temps de faire un ouvrage en commun qu'une décision très rapide qui ne sera jamais appliquée. Donc le paritarisme, oui, c'est un monde très particulier avec d'autres codes qu'il a fallu aussi apprendre et qui a cette vertu d'équilibrer les points de vue et chacun est obligé de faire un pas vers l'autre. Chacun arrive avec c'est finalement la culture du compromis. C'est totalement la culture de l'accord et du compromis, avec chacun qui a une position qui est parfois extrêmement éloignée au départ. Bien sûr, On peut faire beaucoup de séances de négociation. Enfin, moi, j'accompagne techniquement les séances, je ne négocie pas, mais on les voit négocier et il faut que tout le monde avance, sinon, il ne se passe rien à la fin. Absolument. L'UNEDIC, observateur aussi du marché du travail, un rôle essentiel, le travail et de son évolution d'ailleurs. Que diriez-vous aujourd'hui de ce marché du travail? On parle de peut-être un retour un petit peu du chômage, etc. On parle de bien-être au travail aujourd'hui. Vous sentez que... Alors, il y a eu des réformes aussi. Vous sentez que finalement, ce marché du travail va dans le bon sens en termes de bien-être, voilà, vous le disiez, c'est le nerf de la guerre pour quelqu'un qui a un emploi. Donc, est-ce qu'on va dans le bon sens finalement avec les politiques Je ne permettrai peut-être pas de juger une question de bon sens, mais je pense qu'effectivement, le marché du travail est un marché... le monde du travail, son évolution et ce marché est quelque chose d'assez dur en fait. Et non, dans ce sens-là, ça ne va pas dans le bon sens. Vous avez des gens qui cherchent vraiment beaucoup du travail. C'est plus difficile aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Les contraintes sont de plus en plus fortes. Effectivement, on parle d'une pression pour les salariés, on parle de sens au travail. Il y a une volonté, une ambition sociale ou une aspiration sociale à plus de sens. Et puis la réalité, c'est que une économie, il faut d'abord produire quelque chose. Il y a beaucoup de secteurs où les gens ont du mal à avoir une situation très stable. Carrières morcelées aussi. Beaucoup de carrières morcelées, beaucoup de temps partiel, beaucoup de petits contrats. Vous avez le nombre de CDD a été multiplié par 10 en 20 ans. Donc beaucoup de gens qui recherchent vraiment activement du travail, mais qui ont du mal à s'installer. Et puis quand vous n'avez pas un travail stable, vous n'avez pas de logement, vous n'avez pas forcément un projet de voiture, ni de vacances, ni un projet familial. Donc effectivement, c'est peut-être devenu assez difficile pour une partie de la population. Vous avez aussi tout un tas... Il y a plus de gens qui travaillent qu'avant. Quand je parle d'évolution, pas forcément négative, il y a aussi la façon d'appréhender le travail. On ne fait plus de carrière longue, c'est terminé. À la carrière, vous faites la même chose du début à la fin de votre carrière, ça existe. C'est de plus en plus rare, mais ça peut exister. Ça n'existe pas dans le tertiaire, ça peut exister dans d'autres types d'emplois. Vous pouvez être boulanger toute votre vie. Alors, même si les techniques changent, vous êtes boulanger. Absolument. Après, si vous travaillez dans des bureaux, dans des administrations, la technologie, on parle de l'IA aujourd'hui, mais il y a eu Internet, il y a eu les communications téléphoniques, les mobiles, tout a changé dans la façon de travailler. Donc tout évolue très vite. Un mot quand même sur le fonctionnement de l'UNEDIC. Vous vouliez nous en dire 2 mots? Oui, parce que c'est un modèle que je défends énormément et qui me semble le plus performant. L'UNEDIC, c'est une petite structure, on est 110, donc c'est vraiment petit. On gère effectivement un système de 45 milliards et en fait c'est structuré à la fois avec des équipes juridiques qui savent écrire des règles correctement, et tout le monde ne sait pas écrire des règles correctement, c'est très compliqué. Des équipes d'études et d'analyse qui vont justement mesurer les effets de ces règles, soit a posteriori, soit en avant, permet de voir si on prend une décision, qu'est-ce qui va se passer, mais aussi des équipes financières qui servent à assurer le financement du régime. Quand vous avez 45 milliards d'enveloppe annuelle, c'est une responsabilité extrêmement importante, et puis une dette qu'il faut entretenir, le tout soutenu par des services techniques de gestion de la donnée qui sont très importants. Et en fait, cet agrégat des compétences avec ce soutien, c'est ça qui permet d'être performant. C'est-à-dire que si vous demandez aux partenaires sociaux, via leur outil UNEDIC, qu'est-ce qu'on peut changer et qu'est-ce que ça va avoir comme effet, on peut le faire et a priori, on est les seuls à pouvoir le faire. Grâce à l'expertise. Grâce à l'expertise, un peu comme un assureur qui dirait, moi, si jamais je rembourse plus ça, qu'est-ce que je vais... Voilà, on est une assurance, donc on a les mêmes modes de fonctionnement d'assurance, une bonne écriture des règles, une bonne analyse des conséquences et un bon financement du système. Et ça requiert aussi une politique en matière de recrutement des talents qui soit adéquate. Oui, alors ça, on a effectivement, au sein de l'UNEDIC, on a quasiment que des talents, parce qu'effectivement, il faut être les meilleurs dans ces différents domaines, donc on a les meilleurs dans ces différents domaines. Et vous les trouvez facilement?
Pas de tension particulière? On n'a pas de tension parce que d'abord on n'est pas une entreprise à mission comme on dit maintenant, mais les gens qui viennent, ils mettent un sens dans cette logique d'être là pour servir un système de protection sociale. Donc on arrive à recruter, puis on fait beaucoup confiance et beaucoup grandir nos collaborateurs. Moi j'ai 2 directrices aujourd'hui qui étaient sorties du rang, comme on dit, hein, qui étaient dans les équipes avant, et on essaie de faire progresser les gens et ça les motive à donner le meilleur. D'accord, très bien. Question d'un étudiant de l'IFPAS à présent, l'IFPAS qui est leader dans la formation en assurance. C'est juste après le jingle. La question de l'IFPAS. Christophe Valenti, une des questions que vous avez choisies parmi plusieurs. Quel est le dispositif d'égalité des chances que vous avez mis en place au cours de votre carrière et dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? Alors on va sortir du domaine de l'emploi pur parce que en fait, j'ai travaillé 8 ans à la SNCF et je suis venu à la SNCF notamment pour mettre en place les emplois d'avenir, qui est un dispositif qui avait été voulu par le gouvernement. Et je pense que j'ai mis dans cette expérience et dans cette mission toute l'expérience que j'avais. Ça faisait plusieurs années que je connaissais le système de l'emploi et moi je vois les échecs d'insertion sur le marché de l'emploi. Je l'ai vu à plein de notions parce que on a toujours une tendance à considérer l'individu de façon, on va dire, unilatérale. Il faut qu'il ait des compétences et il va travailler dans l'entreprise. Sauf que les individus, vous, moi, on a des émotions, on a une famille, on a des contraintes, on a des compétences, on a des envies. Et si vous ne traitez pas l'ensemble dans l'insertion, vous allez à l'échec. Et donc, on avait mis en place ce dispositif à la SNCF, grâce au DRH, d'ailleurs, qui a fortement accompagné la démarche. C'était de dire, bon, on va prendre des jeunes sans qualification. Donc, on a joué le jeu, aucun n'avait le bac, hein, c'était, enfin, très peu, sans qualification, parce que c'était l'idée. Par contre, on va faire un entretien de motivation très poussé. On va voir s'ils sont vraiment motivés pour rejoindre l'entreprise, et à partir de ce moment-là, on va mettre tous les moyens en œuvre. Donc, on avait mis en place, tous ont été formés à l'anglais, aux mathématiques, au français, à de la technique. Ils ont tous eu une formation, ils ont tous eu un accompagnement social en dehors de l'entreprise. On avait travaillé avec les apprentis d'Auteuil qui faisaient un accompagnement individualisé et on a pu traiter les problèmes de logement, justement, je l'évoquais tout à l'heure, des problèmes de santé, des gens qui avaient des problèmes de dents et du coup qui ne venaient plus travailler, mais on ne savait pas pourquoi. Et le fait de pouvoir accompagner vraiment dans un accompagnement très global les jeunes, on a eu énormément de réussite et ils sont restés dans l'entreprise. Alors qu'il y avait eu des échecs préalables, notamment avec les emplois jeunes, qui n'avaient pas été traités de la même façon, et ils ont pu rester dans l'entreprise. Parce que moins aidés, vous dites accompagnement non, parce qu'on peut considérer que, bon, je te donne un boulot, maintenant, tu viens travailler. Tu te débrouilles, voilà. Tu te débrouilles. Et sauf que, on a eu un cas d'une jeune femme, par exemple, qui arrivait en retard, et son chef ne pouvait pas le gérer, parce que, bon, voilà, si vous prenez votre service à telle heure, et en gros, il disait, on va la virer. Enfin, et l'accompagnement social a compris quelque chose qu'elle n'avait pas dit, c'est qu'elle avait une petite fille et qu'elle avait des problèmes à la crèche avec les horaires d'ouverture et que du coup elle arrivait en retard, mais elle ne l'avait pas dit, donc il a fallu mettre en place une solution, elle n'est plus arrivée en retard. Donc en fait, le manager, il n'est pas là pour traiter les problèmes individuels des gens. C'est aussi pas son... Voilà, c'est pas son boulot. Non, donc mais il faut accompagner ça. On a eu le cas d'un monsieur qui avait des problèmes avec son manager, justement ça ne se passait pas bien, et en fait, il avait 2 choses, il avait des problèmes pour lire, donc il fallait mieux lui expliquer les consignes, et il avait des problèmes de dents, et donc il avait des grosses douleurs dentaires. Il a fallu l'accompagner chez le dentiste, mettre en place un processus pour qu'il puisse prendre le temps de prendre les consignes, et après ça a fonctionné. Et c'est vrai que souvent de dire, bon, t'as un boulot, maintenant débrouille-toi, ça marche pas. D'accord, c'est bien noté. Question de Toscaloop à présent. Toscaloop qui est l'accélérateur de stratégie sociale, juste après le jingle. La question de Toscaloop. Comment est-ce que vous embarquez vos équipes dans vos engagements sociaux et sociétals? Alors, j'ai eu la chance de travailler dans des entreprises pour lesquelles les gens trouvaient un sens. Je travaillais à la NPE, je travaillais à la SNCF, je travaillais à l'UNEDIC, et les gens adhèrent déjà à un certain sens. Et moi, en fait, ce que je fais beaucoup avec mes collaborateurs, c'est justement, il y a 2 éléments importants qui me semblent dans le management, c'est expliquer le pourquoi on fait les choses, réexpliquer, donc sur un engagement social, sociétal, RH, d'expliquer pourquoi et en quoi c'est bien, beaucoup de communication, et surtout laisser la place aux gens d'adhérer ou pas, et la place à l'autonomie. Je pense que la question fondamentale dans les entreprises aujourd'hui, c'est comment on fait confiance aux gens et comment on les rend autonomes par rapport à leur travail. On leur explique la finalité et on les laisse
pouvoir développer leurs propres talents. À partir de là, vous avez des gens hyper motivés, qui comprennent ce qu'ils font et qui, je dirais, adhèrent beaucoup plus facilement à la finalité que vous avez explicitée. Merci beaucoup Christophe Valenti. On va passer à la question de l'hémicycle à présent. C'est vous qui allez pouvoir questionner les femmes et les hommes qui nous gouvernent. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos gouvernants aujourd'hui, comme si vous étiez dans l'Assemblée nationale? Vous avez la parole, vous avez 1 à 2 minutes, c'est à vous. Alors, je ne vais peut-être pas prendre autant de temps parce que mon interpellation, elle va être assez simple. Moi, je pense qu'il y a énormément d'intelligence partout. Et à partir de quand les politiques et ceux qui gouvernent vont laisser la place à l'initiative, à l'autonomie, laisser la place à la capacité de faire des gens et peut-être un peu rendre un peu plus libre un certain nombre de choses et de choix que les gens puissent faire. Et je pense qu'effectivement, la France, les Français, toutes les générations ont démontré leur capacité à être inventifs, à avancer, à faire. Et je pense qu'il faut libérer encore plus ces énergies. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup Christophe Valenti d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir fait part en tout cas de vos engagements, on l'a bien compris. Merci beaucoup à vous de votre fidélité et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.